Fabien Palem, bonjour. Alors, c'est pas parce qu'on est potes que je t'interviewe systématiquement, contrairement à ce que je fais avec Jean Lhéritier. Non, je déconne, il y a des raisons. C'est parce que tu as encore réussi un gros coup. Alors, dans les épisodes précédents, t'étais allé en prison avec le plan tatoué dans le dos pour voir Jordi Cuchart. Genre, le surlendemain, tu voyais Manuel Weiss. Et là, tu es parti en Belgique, pas voir Yann Bucois. Oui, j'ai un contrat qui m'oblige à dire Yann Bucois. Mais pour aller voir le président en exil, Karl Puigdemont. Alors, ça faisait longtemps que tu le pistais, parce que on n'a pas Karl Puigdemont comme ça. Ça fait longtemps que les médias français l'avaient pas eu, d'ailleurs. Oui, alors de mémoire, c'était depuis octobre 2017, en fait plutôt septembre. Une interview avant le référendum, du coup. Je pense qu'il n'y avait pas eu d'interview par la presse française. Il était passé sur la presse suisse quand il était passé en Suisse pour une conférence. Il était intervenu dans la presse allemande quand il était passé en Allemagne, notamment en prison. Mais pas dans la presse française, oui. Et effectivement, il faut le pister. Moi, j'étais monté en Belgique il y a un an, quasiment, en décembre, quand ils avaient fait leur manifestation. Avec l'intention les Catalans. Oui, bien sûr, les indépendantistes catalans qui avaient fait une manif à Bruxelles. Et j'avais essayé de l'interviewer à ce moment-là, mais il avait, comme qui dirait, quelques sollicitations et il disait non à tout le monde. Donc j'ai dû y retourner une deuxième fois, cette fois-ci avec rendez-vous, et j'ai pu avoir l'interview à Waterloo. Donc. Oui, triste et morne pleine, disait Voilà. Napoléon. Voilà. Abba aussi a dit des choses, mais on a plus retenu. Encore que, avec la postmodernité, maintenant, je suis en train de me dire qu'on retiendra Abba et plus Napoléon à propos de Waterloo. Et peut-être Puigdemont. Et peut-être Puigdemont. Alors, donc, tu arrives là-bas, il te reçoit où? Dans un café, dans sa résidence? Alors, dans la résidence qui a été nommée la Casa de la Repubblica, ouais. La Maison de la République, qui sert un petit peu d'ambassade, de quartier général de l'indépendantisme. C'est un gros truc. C'est un gros truc qui coûte maison assez grande, cher. 4000 balles par mois, voilà. Il ne m'a pas confirmé. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas les détails. Ouais. Mais, par crowdfunding. A priori, oui, alors c'est du crowdfunding, même si on sait qu'il y a quand même quelques investisseurs privilégiés, notamment visiblement son colocataire, on pourrait dire, qui est un entrepreneur géronnais qui le suit de très près, qui le suit depuis qu'il est parti de Catalogne en fait en octobre. Alors, t'avais eu du temps malgré tout avec Jordi Cuchart en prison. T'avais eu quasiment une heure. Oh non, j'avais eu plus d'une heure. Plus d'une heure. J'avais quasiment eu 1h30. Là, c'était pareil. Donc voilà. Donc vous avez pris le temps. On a vraiment pris le temps de revenir sur les questions, de passer en revue un peu toutes les thématiques. Oui, quasiment 1h30 encore. Parce que tête à tête, sans personne autour, quoi. Oui, qui parasite, ouais. Non, parce que c'est toujours gênant. Alors comment il s'appelle? Nicolas Landemar, qui était là pour l'occasion. Ouais. Mais sinon, même pas de responsable presse. Enfin, c'était vraiment en tête à tête dans son salon, dans le salon de cette fameuse Casa de la Repubblica, qui est pleine de petits détails, d'éléments de catalanisme ou de catalanité à minima, pour à la fois se sentir chez soi, j'imagine, mais aussi pour lui donner ce caractère d'ambassade. Il faisait de la sémiotique. Non, mais il laissait des signes, il signifiait des choses. Après, je l'ai mis dans le papier, mais ça va du plus petit détail, qui est le savon de marque Bonpreu dans les toilettes, donc en gros le monop catalan, quoi. Ou aux imposants mâts pour hisser les drapeaux qui ont été fixés dans le jardin pour les actes les plus institutionnels. Donc il n'y a que deux mâts, forcément. Oui. C'est donc pour le drapeau catalan et le drapeau européen. Alors, on a fait une révision. Il y a eu un mea culpa sur la suspension, notamment de l'indépendance. Bon, on rappelle que il met un temps fou à déclarer l'indépendance parce qu'il y a beaucoup de coups de fil de l'Europe, de l'Espagne. Oui, ça faisait partie de... Il va au Parlement, il dit je déclare l'indépendance de la Catalogne et il met sur pause la seconde d'après. 8 secondes après, ouais. Et il explique pourquoi, du coup.
Oui, il et explique le pourquoi. regret. Alors c'est quelque chose qui était sans doute déjà sorti, enfin oui, c'était déjà plus ou moins sorti dans la presse, au moins catalane. Ces échanges qu'il y aurait eu, parce que bon, on n'a pas eu la confirmation, avec la Moncloa, donc l'Élysée espagnole, entre le référendum et la déclaration qui intervient le 10. La proclamation de la République immédiatement suspendue. Et là, il nous rappelle sa version des faits qu'il y avait une communication directe avec la Moncloa, donc avec Rajoy, avec le président espagnol. Et du côté de Madrid, on disait oui, pas de problème, on a compris le message du référendum, on va négocier, calmer le jeu, et puis on se mettra à négocier. Bon, ça, c'est leur version des faits, en tout cas sa version des faits. On ne sait pas vraiment s'il faut la prendre pour argent comptant, mais en tout cas, c'est sa justification de la suspension de la République, de pourquoi il suspend immédiatement les effets de la proclamation de la République qu'ils viennent faire le 10 octobre. Pour ouvrir la voie au dialogue, quoi. Ça, c'est ce qu'il dit dans le discours le 10 octobre depuis le Parlement catalan, en fait. Donc, patatras, déçus. Ils ont été un peu déçus. Oui, ils ont été trahis amigo, comme on dit ici. 6 jours après, détention des deux Jordi. Et là, on est revenu aussi sur cet épisode-là, évidemment. Là, ils se rendent tous bien compte qu'effectivement, il y a eu trahison. Et qu'il n'y aura pas négociation, quoi. Qu'il y aura des détentions, donc qu'il vaut mieux foutre le camp. Ceux qu'ils ont fait. Pour ceux qui ne sont pas fait attraper. Voilà. Alors, il y a deux niveaux de jeu. Il y a le destin de cette République catalane qui est toujours en marche, mais en marche lente, semble-t-il. Et il y a le destin personnel de Carles Puigdemont et comme Ulysse, son retour à Ithaque. Oui. Et là, alors là, du coup, c'est deux dimensions peut-être pareilles, mais qui sont complètement liées. En tout cas, dans sa situation à lui. Il n'existe pas sans la persistance de cette hypothèse de l'établissement de la République, quoi. Oui. Donc, vu qu'il est à 1500 bornes de chez lui, qu'il a des visites, soi-disant constantes, mais à mon avis, elles sont quand même pas quotidiennes. Oui, et puis en plus, ça va se réduire avec le temps. C'est-à-dire que plus le temps passera... C'est sans doute déjà réduit en un an, donc il est un peu isolé à ce niveau-là. Et à distance, comment influencer sur la politique de la Catalogne, il a encore peut-être un peu de mal à répondre à cette question. Donc moi, une des questions qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir est-ce qu'un jour, il allait finalement oser, j'allais dire, fouler le sol catalan. Alors soit le catalan espagnol, soit le catalan français. Et ça fait partie des réponses intéressantes qu'il donne, qui est qu'il y a un accord bilatéral entre la France et l'Espagne qui date de la persécution des membres de l'ETA, qui permet une extradition automatique sans passer par un juge, en fait. Donc dès qu'il met un pied en France, un pied en France, que ce soit ici ou ailleurs, voilà. Sur une place de Normandie, les gendarmes là, et d'ailleurs il fait référence au fait que les gendarmes français les traquaient à Prades parce qu'on supposait qu'il était dans le coffre d'une voiture. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises depuis, donc ça fait un peu plus d'un an qu'il est hors Catalogne. Il y a eu quelques rumeurs, sans doute qui ont été alimentées exprès de la part de son camp, de est-ce qu'il allait venir ou pas. Il y a eu un acte à Montpellier aussi, au tout début, style 2 ou 3 mois après son départ, avec des occitanistes à Montpellier, et on ne savait pas. Il y avait écrit intervention Carles Puigdemont. On n'était pas encore habitué aux interventions à distance par Skype. Et en hologramme, voilà. Évidemment. L'hologramme, ils l'ont pas encore fait, mais... Et maintenant, il y a eu l'université de Prades, l'université catalane de Prades, des petits épisodes où journalistes, policiers, dans le cas de Prades, ont cru à la visite surprise de Puigdemont, en fait, quoi. Ils croient pas à la technologie, en fait. Par contre, c'est vrai que l'hologramme, ils l'ont pas fait encore. C'est pour être rigolo. Ça coûte cher, peut-être. Aussi. Non, c'est parce que c'est Shikiro qui fait les factures. Oh, ça va, on peut pas déconner un peu. Donc,
il y a une question. Lui finalement, politiquement, il a qu'un poids symbolique maintenant. Oui, complètement symbolique. Il a été suspendu de son poste de député, donc il ne reçoit pas non plus le salaire de député catalan. Voilà, d'où le crowdfunding. Tout le crowdfunding. Finalement, il est un peu comme à l'Archipel contre-attaque, il a le même statut. On rigole sur le crowdfunding, Ouais, parce qu'il a vraiment dit tel quel dans l'interview, et je trouvais ça quand même amusant, parce que ça fait partie des éléments de modernité. Ça, les meetings par Skype, de ces campagnes quoi, catalanes qui sont assez croustillantes quoi, en termes de com. Quoi. Alors là, parce que tu es toujours entre ici et là-bas, sauf dans Barcelone, pas longtemps. pas Oui, Waterloo, oui, voilà. Il se passe pas grand-chose ou c'est moins? Il se passe pas grand-chose, non. Non, parce que moi, je me suis permis une semaine de clinique. Je me suis dit, merde, je vais rater des tas d'épisodes de Plus belle la vie, mais je les avais en replay. Je pense qu'ils ont de plus en plus de mal alors déjà à savoir comment s'y prendre et Parce que à savoir maintenant, comment communiquer avec l'extérieur, quoi, aussi. Alors, justement, communiquer avec l'extérieur, et il y a un événement, parce qu'il me semble que c'est un événement, la Ligue des droits de l'homme reçoit à Paris une table ronde sur la Catalogne, la liberté d'expression en Espagne et la question de la crise catalane. Donc une conférence visiblement avec l'intervention de Edoui Plenel, de Benoît Hamon. Qui a fait une déclaration à Equinox Radio Ouais. sur le fait que il était contre les prisonniers politiques et que c'était détestable. Et puis la femme à Couchart, donc c'est-à-dire Tchei Bounet, Ouais. et quelques personnes de plus, dont l'ami Christian Doriac comme modérateur. Donc c'est organisé par la Ligue des droits de l'homme et Omnium. Cultural. Et ben on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que Hamon c'était quand même le seul à s'être, le seul personnage d'une certaine politique, d'une certaine envergure en France, à s'être positionné le 1er octobre, dès le soir il me semble, contre la répression du référendum. Et Louis Plenel, bien sûr, à Perpignan. À Perpignan, grâce à l'Archipel contre-attaque, on le sait, avait également fait une réponse assez encourageante pour le camp indépendantiste, en tout cas, à savoir, avait lié la cause indépendantiste et la répression de Madrid à une atteinte aux droits de l'homme, parce que c'est ça l'enjeu, du coup. Mais en fait, ça dépend de la couverture médiatique qu'il y aura à ce débat pour que ce soit une vraie caisse de résonance. C'est-à-dire que c'est un premier pas où c'est mieux que des... Il y avait aussi José Bové qui avait... José Bové s'est repositionné une nouvelle fois contre l'enfermement des leaders catalans. Oui, parce que lui, il avait été mis en prison aussi. Oui, oui. Pour des raisons politiques après. À plusieurs reprises, oui, oui. Donc, c'était le moins. Oui, oui. Et c'était toi aussi qui l'avais eu en interview. Tout à fait. Et on a eu... après, on a les camarades communistes qui ont... à part Nicolas Garcia, qui d'autre? Pierre Laurent, je crois, il me semble. Non, mais c'est-à-dire qu'en ce Pierre moment... Laurent s'était positionné. Oui. Pierre Laurent, ça je sais pas. Mais, si, je m'en souviens. D'accord. Mais là, ils sont en train de se dire qu'ils vont peut-être essayer de mettre un des prisonniers politiques, un des prisonniers catalans sur leur liste pour les européennes. Oui. Ça faisait aussi partie des questions avec Carles Puigdemont parce que, en fait, il pourrait y avoir, dans le cas des exilés, une sorte d'immunité parlementaire en étant l'eurodéputé d'un autre pays. Par exemple, si je suis eurodéputé, je suis espagnol mais eurodéputé belge. Ouais. Donc je peux revenir. Je peux fouler le sol espagnol. C'est bien joué. Avec une immunité européenne. Ce qui, pour les communistes, c'est une belle performance parce que ça faisait des années que. Alors du coup, la réponse, donc, dans le cas de Puigdemont, c'est pour l'instant on n'y a pas, voilà, on n'a pas la réponse. C'est dans 6 mois, donc ils ont encore le temps d'y réfléchir. Et puis lui, c'est pas un communiste idéologiquement à la base. Non, alors, lui, il pourrait y aller avec, par exemple, un parti flamand. Oui, du Vlaams Belang. Enfin bon, entre fascistes ou communistes... Non, mais ça, on en a parlé aussi, mais leurs alliés, c'est plutôt le NVA, c'est pas... le Vlaams Belang, l'extrême droite, ils essayent de les courtiser, mais c'est pas si facile pour eux, ouais. On joue sur des œufs. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'il y a les élections européennes qui arrivent, qu'il y a une crispation européenne. Donc là, il y a le Brexit d'un côté. Les Grecs se réveillent parce que Moscovici nous avait dit non, mais ça va, la Grèce ça va.
Mais les Grecs, ils disent, non, mais moi, dans mes poches, il y a toujours des trous, quoi. Il y a l'Italie, avec le bras de fer sur leur budget. La Catalogne, ça peut être à nouveau le grain de sable. Mais ça dépend que des Catalans, en fait. Ça dépend que des Catalans, mais on a vraiment du mal parfois à se dire, à savoir jusqu'où ils seraient prêts à aller et vers où ils veulent aller, justement. Ça, c'est le principal problème qu'ils ont en termes de com, en fait. Mais c'est au-delà de com. Oui, mais... Ils s'interdisent des choses. C'est-à-dire que il y a eu un épisode où Manuel Valls avait une conférence de presse à Barcelone. Il y a quelqu'un qui leur dit, je dirais pas qui, mais vous pourriez profiter de la conférence de presse de Manuel Valls pour faire caisse des résonances à votre cause. Et là, ils disent bah non, c'est pas notre genre, on est des pacifistes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours convaincus qu'en faisant les choses bien, ils finiront par convaincre les gens. Bah, si c'était le cas, l'Union européenne serait pas ce qu'elle est. Oui, et puis personne n'est mouillé dans cette affaire, si ce n'est eux, dans le rapport avec Madrid. Voilà. Donc, personne ne se mouillera sur cette affaire, en tout cas de manière déterminante. Pourquoi on se mouillerait pour eux, quoi? Parce que bon, même Benoît Hamon, j'ai écouté l'extrait dont tu parlais, ils commencent toujours tous leur déclaration, et c'est bien normal on respecte les décisions de la justice espagnole. Franchement, en tant que Français, on pourrait dire on n'en a rien à foutre des décisions de la justice espagnole et d'une constitution fabriquée par des franquistes. Non, mais certes, mais ça veut bien dire que ils veulent bien se garder de faire de l'ingérence. Ça devient de l'ingérence assez rapidement. Et donc les Catalans, les indépendantistes catalans, s'ils veulent faire avancer leur truc. Oui, parce que surtout, parce que maintenant, pour Benoît Hamon, tu as quand même les socialistes espagnols qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'il a déclaré à l'époque de Rajoy, maintenant, il est obligé de mettre des précautions langagières avant d'y aller. C'est logique. Bien sûr. Parce qu'il est plus socialiste, mais quand même, voilà, quoi. Et ça nous ramène à l'interview dont on fait la promotion. Ouais. Ça faisait partie du débat qu'on a établi, qui était... dans quelle mesure la Catalogne a participé à révéler les manques de la démocratie espagnole. Voilà, depuis le 1er octobre. Et finalement, malgré eux, parce que même eux, étant quand même éduqués en Espagne, même s'ils ne veulent pas l'avoir, bah oui, c'est... des restes de réflexes post-franquistes, même parmi les indépendantistes catalans, il peut y en avoir. Et du coup, ils se sont retrouvés face à un truc qui les a peut-être dépassés, quoi. Donc, voilà où on en est, pas plus que la demi-heure avant. Alors, pour conclure l'interview, ça n'a pas été vu dans l'Indépendant ni ailleurs. C'est donc une exclue, l'archipel contre-attaque. C'est donc une exclue. Tu lui as offert un livre. Alors, moi, je voulais ouvrir, quand tu es allé voir Cuchard, je voulais lui offrir le livre de Malaparte, Technique du coup d'État. Et je t'ai sans doute dit, trouve-toi un pigeon voyageur. Voilà. Et toi, du coup, tu as amené un bouquin qui est un message entre les lignes, enfin, pas vraiment, mais... c'est un coup de pied sous la table ironique, même si c'est pas forcément le fort des Catalans toujours, mais moi j'aime bien quand même en faire. Je lui ai ramené Comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul, tout petit et sans armes, de mémoire, de Popovic, donc yougoslave, serbe. C'était ceux qui avaient fait tomber Milosevic sans prendre les armes, quoi. Donc c'est une recommandation de la librairie Torquatis. Donc le livre a été transmis dans une bourse, comme on dit ici, de Torquatis, donc petit coup de pub. Et c'est bien normal, puisque c'était un livre qui m'avait été recommandé par Roger quand je m'étais un peu intéressé aux techniques de lutte politique non violente, quoi. Parce que technique du coup d'État, c'est un peu violent quand même. C'est Malaparte. Là, c'est vraiment dans l'air du temps de ce que devraient faire les Catalans, quoi. C'est-à-dire déjà de l'humour. D'ailleurs, j'ai lui mis un marque-page au chapitre de l'humour. Une autre exclue, l'archipel contre-attaque. De l'humour, mais aussi des mini-sabotages, du blocage. Voilà, c'est pas juste en envoyant des communiqués de presse qu'ils vont réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, pour revenir sur l'actu française, les gilets jaunes, c'est quelque chose qui en Catalogne
passerait quasiment pour du terrorisme. Oui, quoi. oui, parce que il y C'est a quelque chose qui va bien trop loin aux yeux des gens qui sont engagés politiquement là-bas, quoi. Et on ne parle pas qu'occuper les ronds-points. Alors, ce qu'ils ont fait à Paris, là, pour les Catalans, c'est C'est en deçà. le début d'une guerre civile, quoi. Quasiment. Voilà, mais bon, Ouais. comme disait Al Capone, dans mon quartier, on obtient plus de choses avec un revolver et un mot gentil qu'avec un mot gentil tout seul. Vu que on entend la colère, mais qu'on garde le cap, comme dirait le marin d'eau douce Oui, qui nous dirige. Oui, oui. Bien, Fabien Palem, merci. On va pas te revoir avant longtemps puisque tu pars dans un autre continent que le nôtre, beaucoup plus exotique, où tu as déjà traîné tes guêtres. Mais ça Ce sera pour une autre aventure. sera pour une autre interview à ton retour si jamais tu reviens. Merci Fabien.